Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, tout dépend l'heure à laquelle vous allez lancer ce nouvel hors-série de la saison 1 de Chapitres sportifs. On a la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir une personne qui décrypte pour l'équipe et pour notre plus grand bonheur les clés tactiques du football. Pédagogie, clairvoyance et justesse sont les points cardinaux de ces productions. Monsieur Mathias Ribeiro, bien le bonjour. Comment Bonjour à vas-tu? tous. Ça va très bien et toi? Bah, très bien. C'est un grand honneur que tu nous fais de pouvoir répondre à la sollicitation. Voilà, je suis un lecteur assidu de tes productions, donc très 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 pressé de pouvoir partager et échanger sur ton parcours et ton rapport à la lecture. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Déjà, je tiens à signaler que je trouve l'angle de la discussion hyper intéressant. C'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup et qui est clé dans le parcours de beaucoup de journalistes ou d'acteurs du sport tout simplement. Et je trouve, bah merci à toi de parler de ça, de la lecture, etc. en général, parce que je trouve que c'est un super choix d'angle. Bah, merci. On va essayer d'être à la hauteur de, du retour positif. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sommairement sur ton parcours et comment tu en es arrivé à intégrer la rédaction de l'équipe? Alors donc moi je m'appelle Mathias Ribeiro, j'ai 27 ans. Donc comme tu l'as dit aujourd'hui, je suis journaliste pour l'équipe, majoritairement sur des décryptages écrits, mais de plus en plus on fait d'autres choses, que ce soit des podcasts, des vidéos, etc. Et alors comment j'ai intégré l'équipe? Alors j'ai un parcours un peu particulier, parce que j'ai fait une école de journalisme, mais pendant un an que j'ai arrêté en cours de route parce que je me sentais pas très à l'aise. C'était une école payante. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas forcément évidentes pour moi pour continuer. Donc je suis allé à la fac, je me suis un peu cherché. Puis un jour, étant un peu perdu dans mes études comme beaucoup, je me suis dit bah écoute, je vais partir. Je suis parti 6 mois en Argentine, vivre là-bas pour le foot évidemment, enfin pour le foot, attiré évidemment par l'aspect footballistique. Ça a été une expérience incroyable qui m'a aussi moi permis de définir un peu mon projet parce que j'étais à un moment où je suis passionné de foot depuis que je suis né, mais forcément après tous ces échecs-là, je savais plus trop où j'en étais. Et bah là, j'étais sûr que c'était vraiment le domaine dans lequel il fallait que je travaille, quoi. Donc à mon retour, sachant qu'on est à une ère où les réseaux sociaux, etc., sont importants, j'ai essayé un peu de faire bouger les choses moi-même, quoi, en faisant des analyses d'abord sur des blogs indépendants, sur le mien, sur des WordPress, etc. Puis après, je suis passé à des formats vidéo un peu sur YouTube. De là, Coparena et Florent Tonuti m'ont contacté pour écrire pour eux. C'était pour la Cannes 2021, je crois, qui était 2020, mais qui avait été diffusée en 2021. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et du coup, ça s'est bien passé. On a continué. J'ai travaillé pas mal de temps là-bas. Puis après, j'ai intégré SoFoot parce que je me suis lié d'amitié avec Maxime Bricant. Alors, je l'avais contacté pour justement voir un peu s'il y avait des possibilités d'écrire pour SoFoot. On s'est très très bien entendu, donc j'ai écrit là-bas. Et puis après, l'équipe m'a contacté en me suivant pour SoFoot. Donc j'ai commencé en mai 2023. Et l'équipe m'a contacté. À la base, je devais faire que des remplacements. Puis après, de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de place. Il y a eu des départs, etc. Donc voilà. Et on est aujourd'hui où c'est mon emploi à 70-80%, on va dire. Et comme je l'ai dit, donc on fait de l'écrit, de la vidéo, de l'audio, etc. Et c'est super cool. Bah, nickel. Parcours riche et tout ça dans tout, on va dire, ton parcours et ton cheminement. Est-ce que des livres ont accompagné, on va dire, cette progression? Oui, un qui est assez drôle d'ailleurs, c'est évidemment moi c'est le côté analytique me plaît particulièrement. Je ne lis pas que ça, mais c'est quelque chose Mm. quand même qui m'a forcément beaucoup façonné. C'est le Comment regarder un match de foot Oui. de Raphaël Cosminis, Christophe Kuchli et il y a Philippe Cargo, je crois. C'est Gilles Juan Ah, sur celui-ci. c'est peut-être Gilles, ouais. Gilles Juan et avec Julien Maumont aussi. Voilà, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, bah, au moment où j'ai intégré Coparena, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Mhm. Alors eux ne savaient pas évidemment que c'est un livre qui avait assez compté pour moi, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a, je regardais déjà le foot. Enfin, j'essayais déjà de regarder le foot avec un œil analytique avant. Mais ce livre-là m'a
un peu éduqué en fait, m'a mis un peu un cadre, m'a un peu appris à comment chercher, qu'est-ce que je devais chercher, etc. Puis il y a aussi une question historique sur des équipes un peu plus anciennes que moi, sur lesquelles j'avais pas forcément de recul. Donc je dirais ça. Alors il y en a plein, mais ce livre-là, comme c'est peut-être le premier qui m'a mis un peu le pied dedans, il est forcément un peu spécial. Parfait. Et au niveau de, on va dire, de ton emploi du temps, ici on fait un peu une petite pause sur ton activité aujourd'hui. Quel est le dernier livre de sport que tu as lu? Et est-ce que tu as, je fais aussi une petite digression à avancer sur les questions à venir. Est-ce que tu as le temps, au vu de tes productions et de du visionnage de tous ces matchs-là que tu dois analyser, pour lire, est-ce que tu te réserves des plages ou c'est au gré des opportunités? Alors le dernier livre que j'ai lu, le livre même dans lequel je suis un peu en ce moment là, c'est Le gène du sport de David Epstein, qui est hyper intéressant. Et en fait c'est un livre qu'on m'a conseillé, c'est qu'un collègue m'a conseillé, qui en fait répond. On avait une discussion tous les deux à ce niveau-là. En fait c'est un livre qui me répond à une question que moi je me posais, qui fait en gros la part entre l'acquis et l'environnement chez le sportif. Comment, en gros, pourquoi il y a autant de fils d'eux chez les sportifs professionnels? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une culture, une éducation, un Mhm. environnement, des gènes, etc. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et sur lequel je me questionne beaucoup, donc c'est vachement intéressant. Maintenant, sur moi, mon quotidien de lecture, on va dire, c'est assez irrégulier. En fait, il y a des moments où je vais avoir beaucoup de travail sur le long terme et du coup, forcément, j'ai pas le temps de lire, d'autant que comme je lis beaucoup sur le sport, si en plus j'ai déjà la tête tous les jours dans le sport, c'est un peu difficile. Je commence un peu à m'ouvrir à d'autres choses, d'autres lectures, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup sur le sportif et du coup, quand j'ai vraiment la tête dedans, c'est aussi bien parfois d'en sortir. Mais c'est quand même quelque chose que j'essaye de voir régulièrement, qui est pas très très vieux. On aura peut-être le temps d'en parler, mais c'est pas quelque chose. Je lis pas depuis que je suis tout petit. Mhm. Et puis, évidemment, alors c'est pas des livres, mais en étant journaliste, par contre, tout ce qui est articles, enquêtes, etc., ça c'est tous les jours. Mhm. Tous les matins, je me fais ma petite veille de 30, 40, 20 minutes, ça dépend de l'actu du jour évidemment. Mais la lecture au sens large, ça c'est quelque chose qui est quotidien absolument tous les jours. Mais les livres, c'est un plaisir que je me réserve quand j'ai un peu de temps. Et là, depuis quelques semaines, j'essaye de lire dans les transports. D'accord. C'est quelque chose j'avais un peu de mal. C'est vrai que moi je suis d'habitude très musique dans les transports et j'ai beaucoup de mal à lire avec le bruit, l'agitation autour, etc. Même la musique dans les oreilles pendant que je lis, c'est très très dur pour moi de me Mhm. concentrer sur deux choses. Mais je pense que comme tout ça se travaille, je trouve que c'est du temps qui serait parfaitement utilisé pour lire, donc j'essaye de m'y faire et au final c'est assez cool parce que bah évidemment t'apprends quelque chose, le trajet passe plus vite, donc j'essaie de modifier ça. Parfait. Et si on va dire que ton spot préférentiel pour la lecture, du coup, t'en as un ou pas forcément? Déjà, au sens global, je dirais dans un endroit calme. Oui. Comme j'ai dit, moi, il y a des gens, ma mère par exemple, arrive à lire avec de l'agitation autour. Moi, c'est un super pouvoir que j'ai pas. Honnêtement, il me faut vraiment du calme. Donc, dans ma chambre simplement, ou sinon chez mes parents qui ont la chance d'avoir un jardin. J'avoue que dehors, quand il fait beau, c'est difficilement battable. Très bien. Et je me permets de faire une petite digression par rapport à ton parcours. On sait que ben, l'Argentine, c'est l'un des pays du football. Et eux, ils ont une relation vis-à-vis du football qui est très poussée en termes de littérature. Il y a pas mal de choses. Et on a aussi des techniciens qui arrivent à faire des passerelles avec d'autres disciplines qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses dans ton passage en Argentine qui t'ont marqué pour illustrer un peu ce phénomène d'intellectualisation du football là-bas? Bah, déjà, évidemment, ce passage m'a forcément marqué humainement, déjà, même au sens bien plus large que le foot ou la Hmm. lecture, mais d'un point de vue idéologique sportif, on va dire, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup. Alors, c'est très bateau, mais forcément, c'est tellement fort là-bas dans le foot que le côté Menotti-Bilardo, ça, c'est quelque chose Hmm. qui est une division presque philosophique en fait sur la façon de voir le foot, qui moi m'a beaucoup intrigué, où j'avais lu pas mal d'articles à l'époque et
ces derniers temps, j'ai envie peut-être même d'aller plus loin, donc pourquoi pas creuser dans tout ça. Je sais qu'il y a aussi un livre qui sont les 11, je les ai à gauche, 11, les 11 chemins vers le but de Bielsa qui a été traduit par quelqu'un Lucarne opposée. qui est par, voilà, chez Ouais. Lucarne Opposé, que j'avais acheté, que j'ai d'ailleurs sur le côté là. Et bah ça c'est quelque chose que j'ai connu aussi quand j'étais là-bas, parce que c'est quelque chose, enfin, les Argentins évidemment connaissent très bien Bielsa, ses idéologies et tout, et en rentrant j'ai vu que Lucarne Opposé l'avait traduit. Donc ouais, c'est toutes ces choses-là où c'est plus le côté idéologique du foot, comment le penser, etc., qui moi m'a marqué. Il y a un vrai truc de choix et de réflexion autour de tout ça là-bas, quoi. Et juste pour les néophytes et ceux qui ne connaîtraient pas Monsieur Bilardo et Monsieur Menotti, est-ce que tu peux juste recontextualiser et nous redire un peu quels sont on va dire les marqueurs idéologiques de ces deux personnages et pourquoi c'est aussi clivant? Bah, pour être un peu exhaustif, c'est deux visions du foot un peu en gros qui s'opposent. Il y a la version romantique et la version un peu comment dire pragmatique sur vraiment la victoire. Hmm. Et en gros, si on doit un peu caricaturer, c'est un peu Guardiola Mourinho. Et là-bas, il y a tout un schéma de pensée sur le foot c'est fait pour gagner ou le foot c'est un spectacle. Et du coup, forcément, bah ça divise un peu l'Argentine à ce niveau-là. Ces deux sélectionneurs qui ont été sélectionneurs de l'Argentine du coup et qui ont un peu divisé le peuple. Alors c'est un grand mot, mais qui ont un peu divisé le peuple à propos de l'idéologie du foot. Et du coup, ça a créé un peu une fracture à ce niveau-là. Et aujourd'hui, en gros, là-bas, chacun se rapporte un peu soit à Bilardo, soit à Menotti dans sa façon de voir le foot, quoi. Très bien. Et pour rester sur l'Argentine, et peut-être une question, on va dire, qui peut, dans l'esprit, on va dire, toujours clivant, plutôt Bombonera ou Monumental? Alors j'ai fait les deux, j'ai eu la chance de faire les Ah deux. oui, d'accord, ok. Et je dirais la Bombonera parce que historiquement je suis un peu plus Boca, même si évidemment c'est une préférence qui est basée sur rien du tout et qui n'a pas de valeur. Et enfin je déteste pas River, j'aime même plutôt bien River. Mais il y a un truc un peu, moi c'est une sonorité qui m'a choqué quoi. Franchement le décibel à la Bombonera c'était vraiment, j'ai vraiment pris une énorme claque. Alors après, le Monumental, comme c'est très ouvert, c'est deux gros anneaux, etc., c'est aussi exceptionnel. Il y a un côté peut-être hyper authentique aussi au Monumental et il y a une ambiance presque un peu plus chaude parce qu'en fait, c'est pour imaginer un peu la Bombonera, c'est quand même un peu deux virages qui se répondent, surtout un. Mais la tribune latérale, déjà, il y a qu'une tribune latérale, comme tout le monde le sait. L'autre en face, c'est plus tout ce qui est invitation présidentielle, etc. C'est plus sectorisé, on va dire l'ambiance. Là où le Monumental, je trouve que c'est plus rond quoi. Et puis en plus pour la petite anecdote rapide, j'y étais. Alors pour ceux qui se rappellent, j'étais allé voir River Racing et il y avait eu un coup franc de Quintero qui avait été nominé au prix Puskás dans un angle fermé. J'étais du coup j'ai eu énormément de chance, j'y étais ce jour-là. Et franchement, River c'est aussi un super souvenir, mais c'est presque plus visuel en fait. La Bombonera c'est très sonore, mais en termes d'impression visuelle, River, j'avoue que j'ai pris aussi une grosse claque. Très bien, ok, ben nickel. Et au niveau pour clore un peu on va dire le chapitre lecture, donc là, tu nous as parlé de ton dernier livre qui est un peu transverse au niveau des disciplines. Tu étais un peu plus sur le foot. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui titillent ta curiosité? Ouais, il y en a plein. Honnêtement, je suis même pas du tout fermé. Je suis même plus attiré par le côté enquête sportive, D'accord. biographie sportive, enfin quelque chose où j'ai vraiment un intérêt. Par exemple, je regarde pas du tout le rugby, mais j'ai dévoré Le Secret des All Blacks, qui en gros reprend un peu toute cette dimension un peu spirituelle qu'ils ont. Ça parle notamment de la notion d'Ubuntu, qui est un truc hyper important chez eux, de vivre ensemble. Enfin, c'est un truc un peu particulier et que je trouve hyper passionnant. Il y a aussi beaucoup de basket, mais c'est surtout sur le côté coaching. Hmm. Il y a eu un super livre sur les titres NBA de Phil Jackson, etc. Et après, évidemment, tout ce qui est biographique, ça peut passer un peu partout. J'ai eu la biographie de Rafa, la biographie d'André Agassi. Pour le coup, ça c'est quelque chose. Le côté sportif, franchement, je pense que je pourrais lire quelque chose sur absolument n'importe quel sport, tant que j'ai un intérêt pour la personne, la discipline, l'exploit, enfin peu importe ça. Hmm. Évidemment, il y a une majorité de foot, mais je suis ouvert à plein de trucs. Super. Et du coup, au niveau
de tes semaines de travail, est-ce que, comme sur l'analyse de tes rencontres, tu es structuré, ou est-ce que c'est en fonction de l'actualité ou des, entre guillemets, des commandes de papier que tu dois... Enfin, comment tu t'organises sur une semaine type pour, on va dire, préparer tes productions? J'ai la chance, je trouve que c'est une chance, mais chaque semaine ne se ressemble pas. Mhm. C'est souvent ça quand on travaille dans le sport, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, l'actu fluctue selon le nombre d'événements, le jour des événements, etc. Mais si je dois un peu contextualiser, en gros, le lundi, c'est quand même souvent quelque chose d'assez, c'est soit très faible, soit très fort. Très fort parce que si s'est passé beaucoup de choses le week-end, on a quand même pas mal de choses à refaire. Soit enfin, sur lequel repasser donc à l'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'on on lance des idées de papier. Moi, j'envoie à mon rédac chef, tiens, il s'est passé ça ce week-end, c'est intéressant d'en parler pour la semaine prochaine, etc. Soit quand c'est la trêve internationale, par exemple, ou même là, le lundi, c'est un jour hyper faible parce qu'en fait, c'est aussi en fait, le week-end, c'est le jour, les 2 jours les plus forts dans le sport. Et donc, forcément, le lundi vient après. C'est un peu le moment où tout le monde décompresse un peu. Et puis, une fois que donc j'ai un peu commandé, que j'ai un peu envoyé ces papiers, ces idées, mon rédac chef me fait un retour et il me dit, par exemple, pour samedi prochain, il y a la finale de la Ligue des Champions, donc on veut que tu bosses sur Donnarumma. L'article sera dans le journal samedi, jour de finale, donc il faut nous le rendre vendredi à, je sais pas, 15 heures, le temps qu'il l'édite et tout, après, etc. Et donc d'ici là, en fait, je fais un peu ce que je veux. Je construis le papier comme je veux. Alors il y a un angle qui est défini que je propose, mais Mhm. que et moi j'ai évidemment un lignage à respecter, donc avec un nombre de signes, etc. Mais j'articule un peu le papier comme je veux. Et puis j'ai donc 3-4 jours pour le faire. Sachant en parallèle, sur l'équipe, on avance aussi sur d'autres trucs. Il y a des podcasts à préparer, des vidéos à préparer, et puis aussi en parallèle, comme je vous l'ai dit, je suis à 70-80% à l'équipe, mais je bosse aussi à Opta, donc Mhm. qui fournit les statistiques à franchement presque tous les médias en France ou pas loin. Euh, et du coup, à ce niveau-là, Opta, c'est des créneaux aussi en journée, donc soit de journée de 10 heures à 18 heures comme une journée simple, soit de 16 heures à minuit quand on couvre des rencontres. Et par exemple, la Ligue 1, toutes les petits stades que vous pouvez voir en bas à gauche sur les encadrés, c'est nous, des bureaux d'Opta, qui les poussons pour que ça passe à l'antenne, etc. Ok. Et puis après, la journée, c'est plus pour le coup pour préparer, pareil, les articles des collègues à l'équipe, à Bein, etc., qui nous envoient des requêtes, qui veulent savoir, ouais, tiens, Dembélé, il a marqué 30 buts cette saison, qui sont les autres joueurs qui l'ont fait cette saison, etc., depuis les années 2000, et nous, on cherche dans la base de données. Et on fournit ça, en gros. Donc, c'est quelque chose qui est c'est une semaine qui est assez rythmée, mais qui a pas forcément d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux travailler le dimanche, le samedi. Des fois, mon week-end, c'est mardi, mercredi. Des fois, j'ai 2 jours qui sont pas collés, etc. C'est assez, enfin, je peux travailler en journée, en soirée, c'est assez large. Mais moi, je trouve que c'est super cool que ça se ressemble pas, même si c'est vrai que quand l'actu est un peu chaude, notamment sur les demi-finales de Ligue des Champions, toutes ces choses-là, la finale, ça va, il y a qu'un match, mais c'est quelque chose qui peut être assez condensé et un peu fatigant sur 2-3 jours, quoi. Et au niveau de la production des articles, donc tu as de la liberté sur le contenu. Est-ce que tu participes aussi à on va dire, la mise en page, tout ce qui est iconographie ou pas du tout? Toi, tu te Non, contenu pas juste du sur tout. Ouais, le ça pour le fond. coup, il y a des D'accord. éditeurs qui sont déjà bien plus, D'accord. bien meilleurs que moi, et en plus ça répond aussi enfin limite c'est presque mieux en fait que quelqu'un d'autre le fasse, dans le sens où quand ça doit rentrer dans le journal, Hmm. eux savent un peu quoi enlever, etc. Là où moi je me dirais, purée, ça je l'ai écrit, c'est intéressant. Eux seront plus froids pour trancher. Par contre, quand ça sort juste sur le site, donc notamment les décryptages d'après-match, etc. Là pour le coup, j'ai carte blanche et normalement il y a rien qui est coupé, quoi. Très bien. Et toujours dans le côté un peu méthodologie, toi, quand tu analyses un match de foot, euh, quelle est ta recette, entre guillemets, pour pouvoir ressortir des 90 minutes, voire plus en fonction de certaines rencontres, avec un regard critique et quelque chose d'assez affûté? Alors déjà, ça a évolué puisque quand j'étais chez Coparena, ou même SoFoot un peu moins, mais surtout Coparena, l'angle c'était quand même de, de, de raconter le rapport de force, en gros, entre les deux équipes. Donc là, c'est quelque chose d'assez large et il faut comprendre un peu.
pour caricaturer, comment l'équipe essaye d'attaquer, comment celle d'en face essaie de défendre, et inversement. Et ça, donc, en fait, ça nous permet de nous poser. Moi, c'est souvent quand je regarde un match donc sur ma télé, mais j'ai mon ordi à côté pour pouvoir remettre les séquences avant, prendre des notes s'il faut, etc. Euh, Après, quand je suis passé chez SoFoot, mais surtout chez l'équipe, l'angle est un petit peu différent. On essaye de trouver la petite puce, le petit truc qui a fait basculer le match. Donc là, c'est totalement différent puisqu'en fait, ça peut être un événement isolé, quelque chose qui s'est passé sur 10 minutes. C'est plus du tout le rapport de force sur 90 minutes. Et on essaye d'avoir la chose un peu, comme ils appellent ça, un peu le bonbon qui fait tourner un peu le truc. Et du coup, là, c'est un peu autre chose parce qu'en fait, tu peux regarder, avoir une idée pendant 70 minutes. Je pense notamment à la demi-finale de la Ligue des Champions, aller au retour, peu importe. Il y avait plein de choses à raconter sur le Barça ou l'Inter. Mais en fait, on était obligé de parler de quand Yamal prenait le ballon, il se passait quelque chose parce que c'était le premier facteur X et, et au final, toutes les organisations collectives, que ce soit le Barça avec le ballon ou l'Inter sans, il envoyait un peu tout valdinguer. Et du coup, à l'équipe aujourd'hui, c'est plus ce truc-là. Donc en fait, j'essaie vraiment de me concentrer sur soit la chose qui fait tourner le match, soit quelque chose qui se répète beaucoup, un procédé collectif ou individuel, ça après ça dépend des matchs, qu'une équipe ou un joueur utilise 3 à 4 fois pour défendre ou attaquer, et qui du coup peut être intéressant parce que ça peut décrire une habitude d'une équipe, une habitude d'un joueur, etc. Et puis si en plus c'est quelque chose qui se répercute sur toute la saison, c'est toujours mieux puisque ça veut dire que c'est quelque chose qui a du fond, du long terme, c'est une vraie habitude, c'est quelque chose aussi potentiellement de travailler. Donc voilà, mais sur le fond c'est un peu ça, et sur la forme c'est vraiment regarder le match à la télé, entre guillemets, un peu comme tout le monde, avec un ordi pour pouvoir prendre des notes et repasser avant. Et quelque chose aussi qui est très important, et je crois que c'est un peu, enfin aujourd'hui, c'est peut-être un sujet un peu important, entre guillemets, mais c'est regarder le match sur son téléphone, évidemment. Mm. Beaucoup regardent avec le téléphone, et en vrai, quand c'est un divertissement, je le comprends totalement, et moi-même, ça peut m'arriver parfois. Mais être vraiment focus à 100% dans la rencontre, être bien assis, etc. Moi, je trouve que c'est hyper important pour avoir l'œil en éveil. Et même si parfois il peut y avoir une pause parce qu'un joueur est blessé de 1, 2 minutes, ça donne envie peut-être pour certains de prendre son téléphone, mais c'est aussi quelque chose qui te sort un peu de la rencontre. Enfin, je trouve que vraiment un des secrets pour comprendre un match, c'est vraiment de regarder sur son téléphone. Ok. Et toi, du coup, les supports quand tu fais les rencontres, c'est t'as ton PC et tu notes en direct live les éléments avec la timecode pour faciliter derrière ton travail Exactement. d'analyse. Ouais, D'accord. ouais, exactement. Alors parfois, ça m'arrive de ne pas le faire, honnêtement. Quand je fais par exemple les décryptages de matchs de l'OM, club que je supporte et que je suis à l'année, j'ai moins besoin quand même de prendre des notes, etc. Puisque tout est assez frais, les matchs sont assez frais. Si je dois rebondir, si je vois une action qui ressemble au match dernier, je vais l'avoir en tête, quoi. Donc Hmm. c'est plus sur les gros matchs ou les équipes que j'ai moins l'habitude d'analyser, où là je prends toutes les précautions, mais ça m'arrive aussi parfois juste de regarder le match correctement et de derrière d'enchaîner parce que j'ai des idées assez fraîches. Et au niveau de la data, on va dire, que c'est une discipline qui occupe de plus en plus de place au niveau du football dans la globalité. Comment rendre cette discipline accessible et on va dire intelligible avec du sens derrière? Déjà, je pense qu'il faut pas trop en mettre. Mhm. Je pense aussi qu'il faut pas aller trop loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé à certaines évolutions. Je pense notamment au débat des expected goals qui fait rage et en fait, je peux comprendre que certains soient contre, puisque je trouve que des fois, ça a pas trop de sens les utiliser. Enfin, c'est bien les utiliser avec parcimonie dans le bon cadre. Expliquer aussi, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la data parce qu'ils ne la comprennent pas, et c'est pas du tout une honte ou un problème. Hein, c'est quelque chose de nouveau enfin, moi je comprends totalement. Et du coup, je pense qu'il faut accompagner et aider un peu les gens qui veulent comprendre, parce qu'il y a aussi des gens qui sont fermés et ça, c'est Mhm. leur problème. Mais déjà, il y a ça, et surtout dire, et pour le coup, j'en sais quelque chose, puisqu'en étant à Opta et l'équipe, j'ai un peu les deux casquettes, mais que la data ne remplace en rien l'œil humain, et ne le remplacera absolument jamais. Mhm. Euh, on a beau me dire, je dis une bêtise, que je sais pas, que André Santos est un super tacleur, c'est vrai, évidemment, il y a les stats qui ressortent, mais la première chose, c'est l'œil, quoi. Parce qu'en fait, s'il y a des tacles, si le nombre de tacles tentés, c'est beaucoup de tacles tentés qui ne réussit pas, etc. Bon, pour le coup, Santos en réussit beaucoup, mais imaginons qu'il ait un pourcentage de réussite très faible.
bah en fait, ok, tu vas lui faire dire qu'il tente beaucoup de tacles, mais tu peux un peu tourner la stat comme tu veux pour lui trouver un peu des qualités, alors que de l'œil humain, quelqu'un qui suit Strasbourg à tous les matchs et qui voit que 2 tacles sur 3 sont ratés, eh bien, il faut pas dire n'importe quoi et faire dire que c'est un super tacleur alors que c'est faux. Bon, en l'occurrence, c'est vrai, mais vous avez compris l'exemple. Je pense que c'est vraiment accompagner, expliquer, savoir l'utiliser et surtout dire que c'est un complément, quelque chose qui permet d'illustrer, d'imager, mais qui en rien ne remplace l'œil ou la sensation humaine. Et j'ai l'impression, après, c'est peut-être une erreur de perception à mon niveau, parce que qui est perturbée, parce que au niveau de l'environnement que j'ai, on est, enfin, avec mes potes et tout, on est très axé là-dessus, sur le côté analyse et data. Mais j'ai l'impression qu'il y a une offre, enfin une demande, pardon, de plus en plus croissante sur ces sujets d'analyse et de décryptage des clés du jeu. Est-ce que je me trompe ou pas? Et est-ce que ça se ressent, toi, justement, dans tes demandes au niveau des différents médias et dans la place, entre guillemets, qu'on t'offre de plus en plus au niveau du journal L'équipe, par exemple? Non, évidemment, tu te trompes pas, c'est totalement vrai. Moi, si j'ai réussi à intégrer l'équipe de manière régulière, qui me fasse confiance sur plein de formats, etc., c'est aussi parce qu'il y a une offre et une idée autour de l'analyse qui change, qui évolue. Si j'avais voulu faire ça il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais certainement pas eu cette chance-là, pour être 100% honnête. Euh, donc non, ça évolue. Je pense que ce qui éveille un peu tout ça, c'est que déjà on a plus d'outils qu'avant. Mhm. Avant, on pouvait vouloir comprendre, mais on pouvait aussi ne pas y arriver parce qu'il y avait moins de replay, il n'y avait pas Wisecout, il n'y avait pas tous les sites même de data simples. Hein, je pense à FBRF, FootMob, toutes ces choses-là qui n'existait pas. Aujourd'hui, si tu veux regarder le nombre de duels gagnés d'un joueur sur un match, le nombre de dribbles réussis, alors c'est des stats assez basiques, mais c'est très très simple à trouver. Là où il y a 15 ans, je pense que c'était peut-être un peu plus compliqué. Même peut-être 10 ans, je n'ai plus trop de souvenirs, je pense 10 ans on pouvait déjà le trouver, mais c'était en tout cas pas aussi facile d'accès qu'aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de technologique quoi à l'échelle mondiale. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais aujourd'hui les ordinateurs, bon, c'est hyper bateau, mais tout passe par l'ordinateur, tout passe par le téléphone. C'est quelque chose. La technologie prend plus de place et le foot n'y déroge pas. Et l'analyse, que ce soit data ou par l'œil, évidemment, est hyper liée à la technologie. Et c'est quelque chose, je pense que qui rapproche un peu du coup les deux mondes, qui les lie aussi, et puis bah, la nouvelle génération qui a grandi un peu avec ces choses-là, forcément est peut-être aussi un peu plus intéressée par l'analyse, etc. Là où nos parents, nos grands-parents étaient peut-être un peu plus sur le côté sensation, et c'était pas forcément moins bien d'ailleurs. Et Mhm. aujourd'hui, c'est pas moins bien non plus, hein, c'est juste deux mondes différents. Mais c'est, je pense, deux visions un peu qui s'entrechoquent, même s'il y a encore aujourd'hui plein de gens qui fonctionnent à la sensation. Enfin, de toute façon, il faut évidemment des deux pour faire un monde, mais je pense que c'est un peu une évolution qui va dans le sens de la société globale, et aussi parce que, bah, évidemment, on a plus d'outils, et puis c'est un cercle vertueux. Plus il y a d'analyse, plus des gens sont familiers avec l'analyse, plus des gens ont envie de comprendre, et bah, forcément, après, plus il y en aura, quoi. Et ce souci de compréhension, ça fait écho peut-être à quelque chose que j'ai en tête, et parce que je lis souvent dans les papiers qu'aujourd'hui les joueurs, tu dois faire beaucoup, enfin, faire plus preuve de pédagogie, leur expliquer et tout ça. Est-ce que au final le spectateur c'est pas la même chose, où il faut lui contextualiser, lui expliquer, aller plus loin aussi dans l'analyse? Ah si, si, absolument. Pour même être honnête avec toi, une des consignes de mon rédac chef, c'est de prendre les gens par la main. Alors, Mhm. il faut trouver un entre-deux parce que les gens qui cliquent sur une analyse tactique sont des gens friands de ça, sont des gens qui ont envie de s'informer à ce propos, donc faut pas non plus les prendre pour des novices qui sortent de nulle part ou des imbéciles, c'est pas du tout le cas évidemment. Mais il y a aussi des gens qui cliquent pour la première fois, il y a aussi des gens qui cliquent, mais qui sont dans un format un peu ok, j'ai l'habitude de lire ça, mais c'est quelque chose qui est assez éloigné de moi, j'ai un peu envie de voir, etc. Donc il faut un bon entre-deux entre trouver quelque chose de pertinent qui va intéresser le lecteur habituel parce qu'il va se dire tiens, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais il faut aussi avoir le recul la distance pour donner aussi la chance et les clés aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou de regarder ça.
Et si évidemment, il faut faire preuve de pédagogie, mais c'est un peu comme partout, et surtout comme ça lie un peu les deux questions, mais comme c'est quelque chose d'assez nouveau, alors qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, et ça y est, c'est assez habituel, mais c'est quand même quelque chose qui a 10 ans, grand max. Évidemment, il y a des gens qui faisaient de l'analyse en 2005, mais je Mm. parle à un niveau grand public, grande échelle. Évidemment, c'est assez nouveau, donc oui, il faut prendre des gens par la main sans les prendre pour des imbéciles, bien sûr, mais en leur offrant toutes les clés pour tout comprendre. Et justement, je rebondis un peu là-dessus. Il y avait aussi un format d'émission, à mon avis, où je pense que tu vois de laquelle émission je fais référence, la Data Room. Je pense que malheureusement, eux, ils sont arrivés trop tôt. Euh, Dans le timing, tu refais ce genre d'émission aujourd'hui, c'est bankable à mon avis à tous les niveaux. Donc, si vous pouvez reprendre ce genre de contenu, je pense que ça fera plaisir à pas mal de téléspectateurs. Ouais, ouais, et puis bah, pour le coup, ça c'était aussi, il y avait Florent Tonuti avec qui je bossais Oui. à Coparena qui y était. Et ouais, c'est fort possible, surtout qu'à l'époque à Canal, ils avaient pas mal de droits sur Mm, la Ligue 1, Ligue des Champions, etc. Donc ils pouvaient diffuser en plus des images, s'appuyer dessus. Euh, je pense que oui, ils sont potentiellement arrivés trop tôt. Maintenant, aujourd'hui, si ça existait, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça aurait du succès, mais il faudrait avoir un bon équilibre entre le côté data et le côté image. mm, Faudrait pas juste balancer des stats, il faudrait avoir peut-être un côté analytique, mais je suis assez d'accord que ça manque peut-être d'une émission un peu officiellement analytique. Il y a plein de mm. choses qui sont faites aujourd'hui, il y a le Canal Foot Manager de Gauthier Kunzmann sur Ouais. Canal, etc., qui vont un peu dans ce sens-là, mais peut-être un truc un peu plus officiel que lui d'ailleurs pourrait potentiellement présenter, puisqu'il est assez brillant. Mais oui, je suis d'accord qu'ils sont peut-être un peu arrivés trop tôt et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté, en gros, l'analyse grand public, ça a un peu 10 ans, pour un peu caricaturer. Eux, je crois que c'était un peu plus vieux ou dans ces eaux-là. Euh, et du coup, c'est vrai que le côté peut-être incompréhension à l'époque, même si ça avait quand même plutôt bien marché, hein, mais Mm. c'était peut-être un peu trop frontal pour certaines personnes qui se sont dit on passe de rien ou presque à une émission data room avec du coup beaucoup de chiffres, d'images, de flèches, etc. Ce qui peut être un peu du charabia pour certaines personnes et ce qui a été peut-être un peu trop frontal, même si de mon humble avis et de beaucoup, je trouve que ça a été une réussite. Bah, je te rejoins, c'est le genre de contenu dont je suis friand, donc si quelqu'un peut remettre une pièce dans la machine, ce serait bienvenu. Et autre point aussi, c'est un peu le côté, entre guillemets, le versant négatif de la data, à mon sens. C'est que j'ai l'impression que vu que les joueurs, ils sont de plus en plus axés sur ouais, ce volet data, est-ce que ça va pas les inhiber dans leur production sur le terrain en se disant, bon, je vais pas peut-être pas essayer de faire une passe qui va casser des lignes ou qui est un peu trop risquée pour pas péjorer mon taux de passe réussite ou voilà un exemple grossier, mais est-ce que tu penses que je suis dans le vrai ou je suis un peu paro? Je pense que tu as totalement raison sur le côté statistique. Je pense que ça va pas trop, je pense, dans le côté précis, passe réussi et tout. Je pense honnêtement qu'ils s'en foutent un peu. Je pense que c'est surtout par contre le côté but, passe D, dribble, les stats qui font vendre entre Mmh, guillemets. Ça oui, par contre moi je pense presque l'inverse, mais on se rejoint hein, sur mmh. le fond. Je pense que ça peut modifier leur jeu comme tu l'as dit, mais dans le mauvais sens, dans les forcer à jouer en fait. Je pense Ah, qu'ils vont tenter peut-être des choses encore plus dures parce qu'ils veulent du coup cette passe D, cette passe qui va casser une ligne, ce but dans la surface, en dehors de la surface, etc. Je pense que ça peut je suis d'accord totalement avec toi sur le fait que ça peut totalement transfigurer leur jeu, les inviter à forcer un peu parfois. Après, au global, on a tous joué au foot, que ce soit en club, pas en club, ça peu importe. Quand tu es sur le terrain, alors évidemment, en pro, ça n'a rien à voir et on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai quand même du mal à penser que quand tu reçois le ballon le long de la ligne, tu envoies un dribble en te disant il faut que j'ai un dribble réussi sur ma feuille de match à la fin. Tu vois. mmh. Mais sur une saison au global, sur par exemple la volonté de tirer les pénaltys, les coups francs, frapper loin. S'il y a déjà 3-0, peut-être que les mecs ils vont frapper à mort parce qu'en fait du coup ils veulent, tu vois, plus de buts, de frappes cadrées, etc. Ouais, je pense que ça peut quand même influencer, même si j'ai tendance à penser que avec le naturel et la spontanéité que tu as sur le terrain, tu y penses pas tout de suite. C'est une réflexion qui est un peu plus
un peu plus en arrière, quoi, à l'échelle d'une saison. Et toujours dans le volet professionnel et jeu, on a un courant qui a été initié par Guardiola sur tout ce qui est préparation, stratégie en amont des rencontres et tout ça. Quand on regarde un peu son entre guillemets grosse guillemets disciple à Arsenal, Arteta, est-ce que cette hyper préparation, c'est pas ce qui a fait un peu le plafond de verre d'Arsenal cette saison? On voit ça aussi, ces écueils avec un autre disciple, entre guillemets, Maresca à Chelsea, où il y a eu des gros passages à vide dans la saison et on se dit peut-être qu'ils sont trop dans l'hyper analyse, l'hyper préparation qui fait que derrière les joueurs ils sont un peu bridés sur le terrain et les résultats ils sont pas forcément au rendez-vous des ambitions qui sont affichées. Si, je suis assez d'accord. Je pense, alors, pour notamment Arteta, Maresca et tout, c'est difficilement tangible, mais c'est vrai que pour Guardiola, il y a notamment la finale de Ligue des Champions contre Chelsea avec Rodri, etc. Euh, Là, tu te dis peut-être qu'il s'est un peu trop creusé les méninges et qu'il faudrait juste faire quelque chose de simple. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est moi une réflexion que j'ai assez régulièrement sur l'analyse tactique, que ce soit des professionnels ou pas, hein, juste des gens qui aiment. Est-ce que parfois on va pas trop loin? Est-ce que Oui, parfois c'est pas on remarque quelque chose, mais est-ce que comme je le disais avant, c'est pas de l'instantané, de la spontanéité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de travaillé? Des fois, on, on aime dire qu'une équipe a utilisé trois systèmes dans le match, mais en fait, si l'ailier droit, il a vu que quand il repiquait à l'intérieur, le mec suivait pas trop, bah en fait, il va s'y positionner plus à l'intérieur. Alors d'accord, l'analyse sur le système ne bouge pas, ça change le système, mais c'est une volonté spontanée qui répond pas forcément aux besoins d'un coach, etc. Donc tout ça, c'est assez curieux et il y aura jamais vraiment de réponse, mais moi, c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions. Et après, pour reprendre un peu ton exemple, notamment sur Arsenal et tout, sur la suranalyse. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et moi je trouve que c'est ce qui a manqué notamment face au PSG, c'est que je trouve que c'est une équipe individuellement qui est pas très très forte, mmh. objectivement. Alors évidemment à l'échelle de la demi-finale de Ligue des Champions, hein. Oui, mais oui, oui. euh, mais déjà il y avait des absents, il y avait des blessés, il y a des joueurs comme Saka, Martinelli, qui ont un peu été décevants. Et tu te dis, en fait, ça contrebalance un peu avec la suranalyse, parce que tu te dis, en fait, qu'il analyse peu, pas beaucoup, trop. In fine, c'est les joueurs qui ont le destin du match entre leurs pieds. Donc, t'as beau faire un peu ce que tu veux, si Dembélé dribble trois joueurs et marque, ou Doué, peu importe, t'y es pour rien. Et de la même manière, si Odegaard avait mis un coup franc ou Rice en Mmh. quart de finale, est-ce que c'est... Alors oui, évidemment, on sait qu'Arsenal travaille beaucoup les coups de pied, mais la finalité, c'est le pied de Rice en fait. Et ça, c'est que lui qui le travaille, et ça, c'est l'analyse et la préparation de Nicolas Jauvert, Mikel Arteta, etc. peuvent mettre ce pied-là dans les meilleures dispositions, mais la décision finale, c'est lui qui l'aura. Donc c'est un éternel débat qu'il faut nuancer et avec lequel je suis un peu, sur lequel je suis un peu d'accord avec toi. Et que justement, dans cette nuance, il y avait justement Guardiola qui disait qu'on donnait un peu trop d'importance au rôle du manager dans, dans les rencontres et que, en gros, au final, comme tu le dis, hein, les clés, elles sont dans les mains des joueurs. T'as beau préparer ce que tu veux, à la fin, dès que le coup d'envoi est donné, c'est les 22 C'est acteurs qui font le taf et voilà quoi. Ouais, et puis même, déjà, ça c'est totalement vrai. Et puis il y a aussi le côté, moi je suis assez persuadé que tout le monde dit, on se repose sur un joueur, on se repose sur une qualité individuelle. Enfin, beaucoup de gens disent ça. Moi, je trouve que c'est naturel et presque une bonne chose parce qu'en fait, pour moi, l'essence du foot aujourd'hui, évidemment que le collectif c'est très important. Mmh. Les deux ne sont pas dissociables, mais le plus déterminant, c'est la qualité individuelle quand elle est très forte. Ce que je veux dire, c'est que l'Inter est une des meilleures, l'équipe peut-être qui défend le mieux en Ligue des Champions, mais c'est même sûr, qui défend le mieux en Ligue des Champions cette saison. Yamal a envoyé 20 dribbles aller-retour. Euh, alors évidemment c'est l'extrême parce que c'est une équipe qui défend super bien et un joueur qui est extraordinaire, mais il y a un moment, la finalité, si Donnarumma, Sommer ne font pas leur campagne de Ligue des Champions, c'est certainement pas ces deux équipes-là qui sont en finale. Donc c'est très important le collectif et ça doit favoriser l'expression individuelle ou la résistance à certains adversaires. Mais la finalité est la chose qu'il faut valoriser, qu'il faut observer et surtout, je pense, selon moi, la chose la plus déterminante, c'est les pieds des joueurs. Mmh, clairement.
Rendons back to the basics pour être simple. Au niveau des clés d'analyse, maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques métriques en fonction des différents postes et lesquels, selon toi, qui sont importantes par poste ou si quelqu'un veut se lancer dans l'analyse. Ce que je trouve pour, on va faire en gros gardien, Mm. défenseur, milieu, attaquant, quoi. Euh, dans les cages, moi, ce que j'aime bien regarder, alors ça, c'est peut-être la stat la plus poussée, mais c'est en gros le post-shot expected goals, c'est-à-dire le nombre en gros d'expected goals subis par un gardien, moins le nombre de buts qu'il a pris. Hors les CSC et tout évidemment. Mm. Et c'est évidemment les expected goals cadrés. C'est-à-dire en gros les frappes qu'il a eues dans son but versus les buts qu'il a pris. Et ça te permet quand même d'avoir un spectre assez fidèle, assez fiable sur le gardien qui évite le plus de buts. C'est-à-dire que là, depuis les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les deux gardiens qui ont évité le plus de buts, c'est Sommer et Donnarumma. Et je trouve que ça ressort bien ce truc-là de, ok, qui a été le plus déterminant. Le seul petit problème, c'est que sur la stat finale, parce qu'on peut la faire à la main, et si on la fait à la main, on voit bien quel gardien a été plus sollicité que d'autres. Si Mhm. tu as juste la stat finale, tu as pas forcément aussi la sollicitation, et en fait, tu peux avoir, je dis une bêtise, un gardien qui a pris feu sur un match, qui a sorti 7 frappes cadrées, qui du coup a une stat finale sur toute la compétition qui va être énorme, alors qu'un gardien qui a été régulier, qui a sorti pendant plusieurs matchs, sera peut-être plus à valoriser, et ça tu le verras pas, puisque les totaux des deux gardiens se ressembleront. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour les défenseurs, je dirais que ça dépend du profil, ça dépend de ce qu'on leur demande. Si je regarde le profil, je sais pas, par exemple là, pour un défenseur de Deserbi, on parle beaucoup d'Emeric Laporte. Une des choses qui est intéressante, c'est peut-être les passes sous la pression, les passes qui cassent une ligne. Alors évidemment, un défenseur doit défendre, hein, ça Mm. c'est sûr, mais c'est peut-être ça qui est intéressant. Là où à l'Inter, c'est peut-être les duels aériens, toutes ces choses-là. Pour le coup, le défenseur, je trouve que c'est quelque chose d'assez simple, mais qui dépend beaucoup du contexte, parce que bah, c'est des joueurs qui sont amenés à faire des choses assez différentes selon ce qu'on leur demande. Pour un milieu, moi, je suis un fidèle des occasions créées. Alors, il y a deux façons de l'interpréter. Soit c'est les grosses occasions créées, soit c'est les passes avant un tir. Les passes avant un tir sur une échelle d'une saison, je trouve que c'est intéressant parce que sur une échelle d'une saison, ça veut dire quelque chose sur 38 matchs ou 50 si c'est toute compétition confondue. Mais sur un match, si je dis une bêtise, si ton attaquant c'est Mariano Diaz et que tu lui fais deux passes, tu vas avoir deux passes avant un tir quoi. Donc Mm. ça peut un peu tout et rien dire. Et pour un attaquant, c'est dur à dire. Ça, c'est quelque chose d'assez pointilleux, qui est pas facile à avoir, mais qui pour le coup est très basique. C'est le nombre de grosses occasions marquées. Moi, c'est vrai que j'aime bien pour un neuf, en tout cas pour les ailiers, c'est peut-être autre chose, mais pour un neuf, le nombre de grosses occasions marquées, je trouve que ça te permet quand même d'avoir l'efficacité. Déjà parce qu'il est capable de s'en créer, Mm. l'efficacité qu'il a, etc. Par exemple, cette saison, Emega, c'était le joueur de Ligue 1 qui loupait le plus de grosses occasions. D'accord. Euh, et du coup, bah, évidemment, il s'en crée, mais il a fait plutôt une bonne saison. Mais quand tu as cette stat-là, tu te dis que bah, peut-être que Strasbourg, les deux matchs qu'ils perdent à la fin, si il en avait mis deux ou trois de plus, ça aurait peut-être changé la donne. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien et qui, en plus, pareil, je trouve que évidemment, c'est soumis à la forme d'un joueur sur le moment, etc. D'une année à une autre, ça peut changer. Mais je trouve que c'est assez fidèle ouais, sur l'idée qu'on peut avoir d'un attaquant, le fait de se créer des occasions et de les mettre ou pas. Et la différence entre, enfin, plutôt la définition de grosse occasion pour toi, c'est quoi dans la métrique? La définition de grosse occasion, ça c'est fait. Il faut savoir que c'est fait à la main à Opta. C'est des gens qui D'accord. rentrent grosse occasion. Donc c'est face à face, frappe dans la surface sans trop d'opposition. C'est quelque chose où tu es censé être dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire que si tu es décalé dans un angle fermé, ce sera pas une grosse occasion. Et c'est pour ça que c'est assez délicat, c'est que c'est des gens qui sont au Portugal, je crois beaucoup, qui rentrent du coup ces données-là en visualisant les matchs. En fait, ça reste finalement de l'interprétation humaine, donc Hmm. c'est pas. Je pense que le côté grosse occasion, c'est un peu l'idée qu'on se fait tous, c'est quelque chose. Alors évidemment que c'est jamais le cas, mais c'est quelque chose où t'as entre guillemets autant de chances de marquer que de pas marquer quoi, dans l'idée. Très bien. Et du coup, au niveau
des métriques. On a des métriques pour les, je pense, ailiers et latéraux qui occupent des places enfin, de plus en plus dans l'échiquier. Est-ce qu'il y a des métriques qui sont suivies de près, si tu sais, dans les clubs pro ou vous, à votre niveau, quand vous faites vos analyses? Pour les latéraux, pour les ailiers aussi, mais surtout pour les latéraux, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver, puisque c'est des stats physiques, donc il faut les donner des clubs. Enfin bref, c'est assez difficile, mais évidemment les sprints à haute intensité, le nombre de courses, etc. Ça c'est quelque chose qui est très suivi, parce que bah, c'est des postes où tu es censé faire les suivi-là, que tu sois piston ou latéral, hein. Mm. Ça dépend, mais... Et puis après, comme d'habitude, ça c'est évidemment, je le disais pour le défenseur, mais c'est soumis à tous les clubs, c'est selon ce que tu veux d'un latéral, bien sûr. Trent, par exemple, quand le Real ils le prennent, ils s'en foutent des courses à haute intensité qu'il fait. C'est plus la qualité de son pied, etc. Mais ouais, les courses à haute intensité, comme je le dis, donc toutes les stats physiques sont pas très faciles à trouver. D'ailleurs, bon, c'est assez connu, mais sachez que la Ligue des Champions met à disposition la vitesse maximale des joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est D'accord. très 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 difficile à trouver. Mais si vous allez sur le site de l'UEFA, vous pouvez trouver le joueur qui allait le plus vite cette saison. À Paris, par exemple, c'est Hakimi, etc. Vous avez une liste avec la vitesse max à un instant T. Et puis pour les ailiers, je pense quand même qu'aujourd'hui, selon le profil que tu veux, c'est soit les dribbles réussis avec... on peut avoir en gros dribbles réussis avec occasion créée derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui... en fait, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans cette statistique-là n'est pas un mauvais joueur. Par contre, quelqu'un qui ressort ici sera presque forcément un Bon. bon, Mhm. en gros. Et puis, il y a évidemment, après ça, enfin, je vais pas inventer l'eau chaude. Il y a les buts, quoi. But, passe D, puisque ça reste des attaquants. Puis après, ça dépend ce que tu veux de ton ailier. Si tu veux un ailier qui est déterminant, décisif, ou quelqu'un plus dans le déséquilibre, ou les deux. Mais je dirais quand même, ouais, but, passe D, globalement pour les attaquants, voire pour les milieux un peu portés vers l'avant, c'est irremplaçable, quoi. Au niveau de l'analyse toujours, un peu plus tôt dans l'échange, tu avais donné un premier conseil pour celles et ceux qui vont écouter ce podcast pour bien analyser la rencontre. Le premier conseil, c'est on se met en mode avion. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres tips à, à donner pour que on change notre prisme on va dire de lecture et pour qu'on puisse upgrader sur le plan analyse. Moi, je vais vous donner des conseils que moi j'ai appliqués, qui du coup marchent peut-être pas, j'en sais rien, mais pour le coup, déjà regarder le match assis, ça, je trouve que ça change tout. Ça veut pas dire qu'il faut regarder tous les matchs debout dans son écran, on est bien d'accord, mais si on veut comprendre, je trouve que t'es plus proactif quand t'es assis que quand t'es allongé ou semi-assis, quoi, peu importe. Après, évidemment, attention, là on parle d'un point de vue analytique, hein. Si tu veux juste prendre ton Mhm. plaisir devant la finale de la Ligue des Champions, allongé c'est très bien. Mais, déjà être assis et c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais vouloir comprendre. C'est-à-dire que quand euh, un entraîneur fait un changement, quand un joueur fait un déplacement sans ballon, les choses qui sont réfléchies. Je parle pas forcément, donc, comme je disais, de quelqu'un qui élimine trois joueurs. C'est pas réfléchi, c'est de l'instantané. Évidemment que c'est voulu, mais c'est de l'instantané. Mais quand on voit, par exemple, des déplacements de Rabiot à l'OM, de Fabian Ruiz au PSG, quand il plonge dans la surface, ce genre de choses, ça c'est quelque chose qui est travaillé, qui est voulu. Et se demander, ok, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il est favorisé? Est-ce qu'il y a un joueur qui écarte la défense adverse? Pourquoi il part de plus loin? Etc. Par exemple, Rabiot, au début de la saison, a commencé à jouer à droite. Euh, il était, je trouve, plutôt mal à l'aise. J'ai souvenir d'un match à Nantes où il débordait côté droit et en fait, lui qui est gaucher, ça posait beaucoup de problèmes. Et je me disais, pourquoi, avec des Deserbi, bon, on avait la clé, on savait qu'il aime bien inverser les pieds, etc. Mais pourquoi, pourquoi il est à droite? Pourquoi il se sent pas bien? Et en fait, si tu te poses ces questions, je trouve que tu as une réflexion qui t'amène ou pas sur le bon cheminement, mais en tout cas, t'actives un chemin de pensée qui te permet d'être proactif et d'essayer de comprendre. Et puis après, pour le coup, ça c'est peut-être pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, mais notez quoi. Moi, j'ai commencé un peu comme tout le monde où je faisais les 11 de chaque équipe avec des flèches comme on peut avoir sur Share My Tactics, etc. aujourd'hui. Mhm. Je le faisais sur papier euh, en disant ok, cette équipe globalement, elle s'articule comme ça avec donc je sais pas un 4-3-3, un latéral qui rentre à l'intérieur, un ailier qui rentre à l'intérieur, un attaquant qui décroche. Et le fait d'imager ça, parce que ce qui est dur aussi à comprendre dans le foot, c'est que il y a 11 voire 22 selon sur quoi on est concentré, mais qui bougent en même temps.
Et Hmm. donc, c'est évidemment impossible à comprendre. Et aujourd'hui, personne ne vous dira qu'il voit tout. C'est absolument impossible. Que ce soit un analyste ou quoi, ou alors évidemment il faut plusieurs fois, mais du premier œil, c'est impossible de tout voir. Et donc le fait de tout plancher sur papier, sur ordi, peu importe, d'avoir cette réflexion, je trouve que ça aide quand même à structurer ses pensées, à savoir un peu où chercher. Et puis après, bah, c'est de la répétition, puisque quand tu vas re-regarder cette équipe, bah, tu te rappelleras que tu avais fait ça il y a 2, 3 semaines, un mois, et du coup forcément tu vas aller plus vite pour comprendre, etc. Et quand tu vas voir des mécanismes de cette équipe chez quelqu'un d'autre, tu vas dire ah tiens le milieu qui plonge et l'attaquant qui décroche, pour prendre quelque chose d'assez classique, bah je l'avais vu au Betis. Et du coup là maintenant que je regarde Séville, bah, ils le reprennent aussi. Et du coup, en fait, tous ces mouvements un peu automatiques, tu vas les automatiser dans ta tête, et c'est quelque chose que tu vas repérer, je trouve, un peu plus facilement après sur le terrain. Très bien. Dans le rayon conseil, maintenant, si, enfin, comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'analyse. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer sur un métier d'analyste, que ce soit dans la presse ou au niveau professionnel? Pour toi, quels sont les bons réflexes à avoir et, à contrario, les écueils à éviter? Déjà, bon, au-delà du fait d'adopter une posture un peu proactive, comme j'ai dit, Mm, moi, je pense qu'il faut faire. C'est le truc le plus important, c'est faire, c'est-à-dire regarder des matchs, essayer de les comprendre, avoir une production dessus à la fin, finale, en faire quelque chose, écrire mm, quelque chose, faire des schémas, enfin, être vraiment sur le côté essayer de comprendre, quoi. Plus que de se dire, je vais regarder le match avec un œil un peu précis, et après je fais autre chose, ce qui est très bien aussi évidemment. Mais si on veut progresser et se faire une place dans ce monde-là, je pense qu'il faut faire. Et en plus, évidemment, je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé moi de mon côté, mais le fait de faire, de publier ça, bah, ça peut forcément après attirer l'œil de certaines personnes et du coup t'offrir des opportunités. Et après, si tu veux bosser dans des clubs, tu auras peut-être des choses à envoyer, etc. Enfin, tu auras une espèce de book, quoi. En gros, si je prends un mm. peu un autre terme, mais je pense qu'il faut faire. Et les écueils à éviter, je dirais quand même ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, la suranalyse. Il faut quand même savoir ce qui est analysable et ce qui ne l'est pas. Mm. Euh, Il y a quand même des choses qui parfois relèvent un peu du spontané, de, 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 enfin de l'instinct quoi. Et ça, dans le foot, c'est quelque chose qu'il faut pas occulter et qui est au moins autant présent que, je pense, les choses travaillées et voulues, et qu'il faut savoir un peu différencier parce que en fait, si tu me vends une analyse de, je sais pas, 3 pages sur le fait que Yamal il ait fait 4 roulettes, si c'est une analyse un peu technique sur ses appuis, comment il le fait et tout, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais si c'est une analyse de dès qu'il est touché à droite, il fait des roulettes, bah non en fait, parce que c'est un truc que lui, enfin, c'est une fraction de seconde dans sa tête quoi. Donc je pense que c'est un peu ça la suranalyse, mais le conseil principal c'est de regarder des matchs et d'en faire quelque chose, de produire quelque chose autour de ça. Ben, merci pour ces précieux conseils. Et du coup, toi, on te retrouve sur l'équipe, sur différents formats. Est-ce que tu peux nous redonner un peu le panorama de tes productions, là où on peut te retrouver, que ça soit sur des médias mainstream ou autres, parce que tu avais évoqué en début d'entretien que tu faisais aussi des débriefs de rencontres de l'OM. Je pense que ça se fait plutôt sur tes réseaux sociaux ou un autre support. Donc, si tu peux nous Euh, partager ça. alors sur mes réseaux sociaux, c'est notamment Twitter, c'est des pensées un peu spontanées. C'est-à-dire que quand je prépare des articles, quand je regarde des matchs, si je vois un truc qui me saute un peu aux yeux et qui est pas trop dans la production de ce que je fais, parce qu'évidemment le but c'est non plus de ne pas marcher sur les pieds, mais Hmm. je le poste, que ce soit des trucs analytiques ou pas, hein. Parfois c'est totalement n'importe quoi, mais j'ai le souvenir, je crois, je regardais le résumé de la Ligue 1 il y a genre 2 mois, et j'avais remarqué que sur les 20 buts mis, il y en avait genre 11 qui avaient été inscrits sur corner au premier poteau. Ça, par exemple, c'est quelque chose, moi, à titre personnel, je peux rien en faire, mais je le pose parce que je trouve ça intéressant, c'est quelque chose de cool à savoir, et à la fois, si on le sait pas, ça change rien à notre vie, mais, Hmm. euh, mais sur mes réseaux, c'est plus des pensées un peu spontanées, et sur l'équipe, alors on fait des décryptages donc avant match, des analyses un peu sur des joueurs, des choses un peu collectives qui peuvent être un peu clés sur le match en question. On fait des débriefs aussi d'après match,
Donc, comme je disais, beaucoup sur l'OM, moi évidemment l'équipe aimait beaucoup sur l'OM puisqu'ils savent que je suis l'équipe à l'année, donc forcément j'ai un regard un peu plus complet, on va dire peut-être plus exhaustif que d'autres là-dessus, mais donc l'OM ou d'autres. On fait aussi pas mal de podcasts avec Big Five, Mhm. qui du coup reprend l'actualité footballistique sur des sujets qui sont en général dans l'air du temps. Et on fait aussi un peu de vidéos, notamment pour mettre un peu en valeur la Serie A dont on avait eu les droits, même si c'est pas très bien passé cette saison. Là, il y a aussi toute une préparation. En ce moment, je suis en train de préparer une vidéo que je vais tourner tout à l'heure d'ailleurs sur Désiré Doué avant la finale de la Ligue des Champions. Euh, et puis on a je sais pas quand sortira ce podcast, mais jeudi soir prochain à 19h, c'est férié en plus. On a un salon tactique, ça s'appelle, que j'anime avec Maxime Brigand et Baptiste Binet, enfin que Baptiste Binet anime, mais Maxime et moi nous y serons, pour parler justement de la finale PSG Inter, avec, en gros, on a préparé un peu 4 sujets avec des images, on va discuter dessus, etc. Et nous, on va préparer ça en amont avec des stats, des observations, etc. Avoir 1 heure de discussion, en gros, entre le rapport de force tactique entre les deux équipes. Donc voilà, un peu d'écrit, d'audio, de vidéos, un peu partout. Le plus souvent sur l'équipe et puis un peu sur mes réseaux quand j'ai le temps. J'ai aussi eu pendant un moment, pour ceux qui seront un peu plus curieux, une période YouTube qui date un peu maintenant, mais où je reprenais un peu pareil, des sujets un peu d'actualité à ma sauce, qui maintenant j'ai un peu moins le temps de m'y consacrer, mais c'est aussi quelque chose qui est présent. Ok, et maintenant on va passer au rayon recommandations et la question un peu classique et rituelle du podcast. Si tu avais, si t'aurais, pardon, 3 livres à nous recommander au niveau sport, ce seraient lesquels? Je vais parler en premier lieu. Je vais dire, j'avais beaucoup aimé l'autobiographie de David Trezeguet qui s'appelle Bleu Ciel, Oui. qui est assez connu quand même, mais c'est un joueur qui est très 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 connu, mais dont la personnalité l'est un peu moins. Et en plus, il a une histoire particularité avec son enfance en Argentine, etc. Particulière, pardon, avec son enfance en Argentine, etc. Que je trouve assez intéressant et qui du coup forcément moi m'a logiquement un peu parlé. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'analyse, etc. Et toujours avec les cahiers du foot, etc. Les entraîneurs révolutionnaires du football, ça j'ai trouvé ça très cool parce que aujourd'hui, comme je disais un peu tout à l'heure, le côté analytique, c'est très présent sur le foot moderne, mais sur le foot un peu ancien, il faut une vraie recherche, il faut vraiment vouloir, et je trouve que c'est super bien synthétisé. Enfin, c'est assez cool comme truc. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis le dernier, je regarde dans ma pile. Euh, Qu'est-ce que j'ai beaucoup. Bah, honnêtement, j'en suis qu'à la moitié, mais franchement, le gène du sport, pour ceux qui s'intéressent, en plus, ça reprend un peu un truc complet. C'est quand même assez intéressant et il y a pas mal de réponses. En fait, il y a beaucoup de réponses sans réponse. C'est-à-dire que on comprend vite que, évidemment, comme tout, c'est une question de nuance et que l'éducation, la culture, la génétique, il faut tout ça pour être un sportif professionnel, mais ils expliquent un peu comment il faut tout ça, pourquoi il faut tout ça, de quelle manière, etc. Qu'est-ce qui est important. Et je trouve ça intéressant parce que ça répond à des questions qu'on se pose habituellement. Comme je disais tout à l'heure, ça vient d'une discussion en gros avec mes collègues. On se demandait quel sportif d'un sport pourrait être professionnel dans un autre sport. Et Hmm. du coup, ça répond un peu à toutes ces questions. C'est assez facile à lire. C'est une étude en plus qu'une histoire, donc c'est toujours enrichissant. Donc ouais, je dirais ces trois-là sont assez cool. Très bien, bon, on va se les noter précieusement. Et dernière question qui est aussi on va dire le rituel de clôture des échanges. Euh, Quel journaliste ou chroniqueur t'aimerais voir passer derrière le micro et réaliser l'exercice que tu viens de passer? Sans aucune hésitation, Maxime Brigand, parce que c'est un de mes bons potes aujourd'hui qui m'a en plus beaucoup aidé dans ma carrière, entre guillemets et tout, et je lui dois beaucoup. En plus de ça, humainement, c'est quelqu'un de très bien, mais surtout, c'est quelqu'un qui lit et surtout qui écrit, qui a écrit des livres. Donc, j'estime qu'en plus pour toi, ça sera d'autant plus intéressant parce qu'il aura un rapport là-dessus où il pourra t'aider. Je sais qu'il est en pleine écriture en ce moment, donc ça peut être très très intéressant et en plus quelqu'un évidemment de cultivé, passionnant, hyper ouvert, enfin qui aura un milliard de choses à dire, j'en doute pas une seconde. Super, bah on va tenter notre chance. Merci pour la reco et le reco livre. Pour clôturer l'échange, je voulais te remercier encore une nouvelle fois parce que tout le travail que tu réalises,
moi, il y a une citation de Christian Gourcuff qui m'a marqué, parce que j'ai eu la chance de faire un entretien avec lui dans un autre média par le passé, et il me disait, rendre accessible une chose complexe, c'est de la pédagogie, l'inverse, c'est de la communication. Et toi, tu es dans la pédagogie comme il faut, et ça nous permet de décrypter, d'avoir des clés de lecture et d'avoir on va dire un prisme de vivre sa passion qui est autre, et on te remercie encore beaucoup, et puis on espère que tu pourras nous gratifier de nombreux papiers et ou vidéos dans les prochains jours. Pourvu que ça dure déjà, merci beaucoup, ça me touche profondément, c'est super cool, et puis je le répète, c'est le moment où on se lance des fleurs, mais franchement c'est un super podcast avec un super angle, quelque chose qui est très peu abordé, ou trop peu abordé en tout cas à mon sens, et qui est en plus clé, comme tu l'as dit, pour comprendre un peu tout le monde sportif, etc. Donc franchement déjà merci, et super idée.